bien, bonjour. Voici les principales mesures contenues dans la loi de finances et dans la loi de finances rectificative concernant les entreprises d'une manière générale et les chefs d'entreprise aussi. Alors, parmi les grandes réformes qui concernent l'entreprise et puis le chef d'entreprise, il y a d'abord la modification de la taxation des revenus de l'épargne, c'est-à-dire les dividendes, les produits de placement en revenus fixes et les plus-values immobilières. C'est-à-dire, l'innovation cette année, c'est d'instaurer un taux unique, un taux forfaitaire unique de 12,8% d'impôt sur le revenu, plus 17,2% de prélèvements sociaux, ce qui fait en tout un taux de 30%. Alors, ce taux s'appliquera donc pour les plus-values immobilières, les dividendes ainsi que pour les produits de placement à revenus fixes. Alors, c'est important dans la mesure où cette taxation sera dans l'ensemble moins élevée que la taxation antérieure, ce qui pourrait permettre de dégager quelques disponibilités pour les investissements des entreprises. Alors, je précise une chose ici, pour l'intention des chefs d'entreprise, c'est qu'au fond, le régime s'articule en deux volets. Soit on ne fait rien, on n'opte pas, et à ce moment-là, ces produits seront soumis à ce taux global de 30%. Mais il y a une possibilité qui est offerte d'opter pour l'application du barème. Et là, cette option se fera dans la déclaration d'ensemble des revenus, dans le 2042, et il faudra faire une option globale, c'est-à-dire une option pour les trois séries de revenus dont je parlais. On ne pourra pas opter séparément. Alors, l'option en question peut avoir divers intérêts. Le premier intérêt, qui est l'intérêt mineur peut-être, c'est pour les gens non imposables, qui finalement, ils feront mieux qu'ils seront au barème, parce que là, du coup, ils échapperont à l'impôt. Mais enfin, deuxième intérêt le plus important, pour les dividendes. L'abattement de 40% ne s'appliquera que si on a opté pour le barème. Ensuite, autre intérêt pour les plus-values mobilières. Vous savez qu'il existe des abattements pour durée de détention. Ces abattements ne pourront s'appliquer que si on a opté pour le barème. En revanche, en cas de départ à la retraite, il est prévu un abattement fixe de 500 000 € qui s'appliquera même si on n'a pas opté pour le barème. Et ensuite, autre intérêt d'opter éventuellement pour le barème, c'est la déduction d'une partie de la CSG. Alors la CSG, en effet, est augmentée cette année de 1,7 point, et cette augmentation est entièrement déductible, mais elle n'est déductible que si les revenus sont soumis au barème. Si les revenus sont soumis à ce taux forfaitaire, la CSG ne sera pas du tout déductible. Ensuite, il faut signaler, là aussi, toujours dans la perspective de ménager des disponibilités peut-être pour les investissements, n'est-ce pas, la suppression de l'ISF, et l'impôt solidarité sur la fortune, et son remplacement par notre impôt, l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Alors cet impôt sur la fortune immobilière, comme son nom l'indique un tout petit peu, c'est un impôt qui ressemble à l'ISF, sauf qu'il ne s'appliquera que sur l'immobilier. C'est un impôt limité à l'immobilier, mais il a des similitudes assez grandes avec l'ISF, à savoir d'abord le champ d'application. Il s'appliquera aux contribuables quand un patrimoine est supérieur à 1,3 million, ça ne change pas. D'ailleurs, le calcul lui-même, le barème de calcul ne change pas. Alors, ce qui est aussi comparable à l'ISF, c'est que ne seront pas imposés les immeubles affectés à une activité professionnelle. Et donc, ça sera soit l'immeuble qui est directement affecté à l'activité professionnelle, soit ce sont une société qui affecte ces immeubles à une activité professionnelle, industrielle, commerciale et autres. Et à ce moment-là, les parts de cette société ne seront pas imposées à concurrence de la fraction de leur valeur qui correspond à l'immobilier. Donc c'est un impôt qui est comparable à l'ISF, sauf qu'il est limité à l'immobilier, c'est-à-dire les valeurs mobilières en particulier, échapperont désormais à cet impôt. Ce qui fera une baisse assez sensible, et donc les pouvoirs publics espèrent que cette baisse sera utilisée pour investir. C'est-à-dire l'ISF rapportait aux environs de 4 milliards, et cet impôt, ce nouvel impôt, devrait normalement rapporter aux alentours d'1 milliard. Donc vous voyez, ça fait quand même une certaine disponibilité. Ensuite, sur la fiscalité des entreprises proprement dites, il y a d'abord pour l'impôt sur les sociétés, pour l'IS,
il y a la confirmation de la baisse progressive du taux. Vous savez que la loi de finances de l'an dernier l'avait entamée, et donc cette baisse est confirmée, le calendrier est légèrement modifié. Alors pour 2018, on appliquera les règles qu'on avait prévues l'an dernier, c'est-à-dire 28% pour la partie moins de 500 000, 33 un tiers pour plus de 500 000. En 2019, on devrait avoir 31% pour plus de 500 000 et 28% en dessous de 500. En 2020, 28% serait généralisé. En 2021, on aurait 26,5%. Et enfin, en 2022, le terme au fond du calendrier, on devrait avoir un taux de 25%. Donc une baisse qui est assez sensible, étalée donc sur quelques années jusqu'en 2022, n'est-ce pas ? Autre chose, le taux réduit des 15% est maintenu, lui. Mais alors, ce qui n'est pas maintenu, c'était la disposition qui avait été votée l'an dernier et qui prévoyait qu'à partir de 2019, le seuil de chiffre d'affaires permettant d'appliquer le 15% aurait dû être porté de 7 630 000 à 50 millions. Alors ça, cette disposition-là a été abrogée par la loi de finances. Autrement dit, on reste aux 7 630 000. Le 15% n'est pas modifié, mais on reste à cette limite. Ensuite, et c'est une réforme évidemment importante qui était annoncée, le CICE. Alors le CICE vit en réalité sa dernière année normalement, c'est-à-dire qu'à partir de 2019, le CICE sera remplacé, parce que la loi de financement de la sécurité sociale l'a acté, sera remplacé par une baisse des cotisations patronales, donc il serait à peu près du même ordre, donc il n'y aura plus de CICE, mais en 2018, il s'appliquera encore le CICE. Cependant, son taux est modifié puisqu'on revient à 6%. Vous savez que pour 2017, on était à 7%, et là, on revient donc à 6%, comme c'était le cas auparavant. Donc, ce sont deux mesures qui, évidemment, sont importantes, vous l'imaginez, du point de vue budgétaire. Autre mesure un petit peu moins importante du point de vue budgétaire, mais enfin significative tout de même et importante en pratique, le taux des plus-values à long terme qui est prévu en matière de BIC ou de BNC, ce taux qui était jusqu'à présent de 16%, le taux de l'impôt sur le revenu auquel il faut ajouter les prélèvements sociaux. Alors ce taux de 16% est ramené à 12,8%. Évidemment, vous avez compris qu'il s'agit de faire le symétrique, le parallèle de ce qu'on a fait pour les revenus de l'épargne. Autrement dit, pour les plus-values à long terme, BIC, BNC, on aura donc 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux, c'est-à-dire qu'on aura un taux global de 30% comme pour les revenus de l'épargne. Donc pour l'impôt, pour les IS, BIC, IS, voilà ce qu'est au fond l'essentiel de ces dispositions. En TVA, cette année, il n'y a rien de bien notable, sauf de petites choses qui sont quand même très particulières. Autre point, alors qu'il a sur le plan pratique, lui aussi important, c'est le régime du micro-BIC ou micro-BNC. Les chiffres d'affaires qui limitent les seuils sont très sensiblement relevés, puisqu'on pourra être au micro, si on a des recettes ou un chiffre d'affaires inférieur à 170 000 si on fait des ventes, et 70 000 pour les prestations de services, donc un relèvement très significatif qui s'applique dès les revenus de 2017, avec cette précision tout de même qu'on ne relève pas les taux de la franchise, on ne relève pas le seuil de la franchise de TVA, et par conséquent, un certain nombre de gens qui sont au micro pourront être aussi assujettés à la TVA, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Ensuite, pour les impôts locaux, il y a pour les entreprises quelques évolutions intéressantes. La première évolution, c'est pour le calcul de la CVAE des groupes. C'est-à-dire que dorénavant, suite à une décision du Conseil constitutionnel, pour le calcul de la décote sur le taux de la CVAE, on va tenir compte du chiffre d'affaires global du groupe, et non pas du chiffre d'affaires individuel de chaque société, du chiffre d'affaires global dès lors que la société mère détient au moins 95% du capital de ses filiales, quand bien même elle n'aurait pas opté pour l'intégration fiscale. Dans tous les cas, on fera la globalisation, comme on dit, du chiffre d'affaires, sauf pour les groupes dont le total des chiffres d'affaires est inférieur à 7 630 000. Ensuite, toujours pour ces impôts locaux,
je signale deux choses importantes, je crois, dans la pratique. D'abord, pour la taxe foncière, les conseils municipaux, les conseils des communautés auront la possibilité, s'ils le souhaitent bien sûr, de pratiquer un abattement sur la valeur locative s'agissant des commerces de détail d'une surface inférieure à 400 mètres carrés, dont les petits commerçants, je dirais, pourront bénéficier de cet abattement. Et puis ensuite, une autre mesure qui était attendue et réclamée depuis longtemps par l'artisanat, c'est le calcul de la valeur locative pour les établissements industriels. Or, du point de vue fiscal, qu'est-ce qu'un établissement industriel? C'est un établissement dans lequel il y a des moyens techniques importants qui sont utilisés. Dans ce cas donc, la valeur locative qui permet de calculer la taxe foncière notamment est déterminée à partir d'une méthode dite comptable. Et cette méthode comptable, en général, alourdissait l'imposition de l'entreprise. Et donc, la loi de finances prévoit que cette méthode comptable, encore une fois qui pénalise les entreprises, ne sera pas applicable à l'artisanat, quand bien même l'artisan utiliserait des moyens techniques importants. C'était une réforme, encore une fois, attendue de la part, notamment, évidemment, des artisans. Ensuite, ce qu'il faut souligner, s'agissant du contrôle fiscal. Dans le contrôle fiscal, il y a une évolution notable sur une mesure qui a été beaucoup discutée ces derniers mois, c'est la certification des logiciels de caisse. Alors, je rappelle que l'obligation de faire certifier ces logiciels s'applique depuis le 1er janvier 2018. Voilà. Alors, il faut rappeler en 2 mots la genèse de toute cette histoire. C'est qu'à l'origine, on disait qu'à partir du 1er janvier 2018, devaient être certifiés les logiciels de comptabilité, de gestion et les logiciels de caisse. Et alors, la loi des finances, suite à des déclarations ministérielles, la loi des finances confirme que seuls les logiciels de caisse devront être certifiés par l'éditeur du logiciel, attestant que ces logiciels présentent quelques caractéristiques, n'est-ce pas, inaltérabilité, sécurisation, conservation, archivage. Donc seuls ces logiciels de caisse sont concernés, à l'exclusion par conséquent des logiciels de comptabilité et de gestion. Ensuite, ne seront plus concernés par cette obligation les opérations réalisées entre assujettis. Les opérations qui donnent lieu à facturation seront hors du champ d'application du dispositif. De même, seront hors du champ d'application de ce dispositif les opérations réalisées par des personnes exonérées de la TVA ou des personnes qui bénéficient de la franchise de TVA ou qui bénéficient du remboursement forfaitaire agricole. Dès lors, qui est-ce qui sera concerné en définitive? Eh bien, ce sont les opérations réalisées par un assujetti avec des non-assujettis. Vous voyez, ce qui concernera surtout, pas uniquement bien sûr, mais surtout les commerçants qui travaillent avec les particuliers. Donc il faudra, si on utilise un logiciel de caisse, il faudra avoir la certification de l'éditeur, sous peine d'avoir une amende de 7 500 € par logiciel. Alors je précise, parce que là l'administration l'a bien dit, l'a bien souligné, que si le commerçant n'utilise pas de logiciel, s'il fait sa comptabilité papier, il n'est pas obligé d'acheter le logiciel, n'est-ce pas? Mais s'il achète un logiciel, à ce moment-là, il faut le faire certifier. Voilà. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci et au revoir.